Eh ben, je pense qu'on est bon pour un petit point sur la transidentité. Dans quoi je m'embarque? J'ai besoin d'énergie. Partons de la base, quand un bébé naît, on regarde son kiki et en fonction de ce à quoi ça ressemble, on dit c'est une fille ou c'est un garçon. En général, les bébés avec des chromosomes XX ont un kiki de fille et sont donc assignés filles à la naissance. Les bébés avec des chromosomes XY ont en général un kiki de garçon et sont donc assignés garçon à la naissance. Je dis en général parce qu'il existe plein de variantes. Il existe des bébés XY avec un kiki de XX ou des bébés XX avec un kiki de XY ou alors des bébés XX ou XY qui ont un kiki un petit peu entre les deux. Il y a aussi toutes les variantes génétiques comme par exemple les personnes intersexes qui peuvent avoir des chromosomes XXY ou XYY ou XXXY ou XXXXY ou bien juste X. Il y a plein de variantes. Bref, définir le sexe d'un enfant, c'est pas toujours aussi simple que ça en a l'air. Une personne transgenre, c'est une personne dont le sexe assigné à la naissance ne correspond pas à son identité ressentie. Il représenterait entre 1 et 3% de la population, ce qui veut dire qu'il y a à peu près autant de personnes transgenres dans le monde que de roues. C'est assez courant finalement. Une femme transgenre, c'est quelqu'un qui est né avec des chromosomes et un kiki masculin, mais qui sent au fond d'elle-même qu'elle est une femme. Un homme transgenre, c'est quelqu'un qui est né avec des chromosomes et un kiki féminin, mais qui ressent qu'il est un homme. Ce décalage entre leur identité de genre et leur sexe attribué à la naissance peut créer une lourde détresse psychologique. C'est un peu comme vivre dans le mauvais corps. Beaucoup témoignent se sentir emprisonnés et ça peut créer une vraie détresse mentale. C'est pour ça que certaines personnes entament une transition pour mieux refléter leur véritable identité de genre. Il n'y a pas une seule façon de transitionner, c'est du cas par cas selon le ressenti de chacun. Ça peut vouloir dire modifier certains aspects de leur personnalité, de leur comportement ou parfois de leur apparence physique pour mieux exprimer qui ils sont, et la plupart du temps de changer de prénom. La médecine moderne propose plein de pistes aux personnes trans pour se rapprocher au mieux de leur genre ressenti. Ça peut passer par des hormones féminisantes ou masculinisantes, de la chirurgie esthétique, de la médecine esthétique, de l'épilation définitive, enfin bref, il y a plein de pistes. Mais aucune n'est obligatoire. Chaque personne trans choisit la manière dont il ou elle souhaite transitionner, avec l'aide de la médecine ou parfois sans aucune intervention médicale. Quand c'est avec l'aide de la médecine, évidemment, c'est très encadré. De nombreuses études ont démontré les réels bienfaits psychologiques d'une transition pour les personnes trans et également de réels bienfaits sur leur qualité de vie, mais malgré tous ces bienfaits qui ont été démontrés, ça fait beaucoup débat. De nombreuses personnes militent contre les droits des personnes trans. Genre, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Mêlez-vous de vos oignons. Je veux pas que cette personne existe alors que ça change rien à ma vie. Trouve-toi un hobby. Pendant mes recherches, j'ai essayé de comprendre les arguments des gens qui ne cautionnent pas les transitions de genre. On peut pas débattre si on n'écoute pas les arguments d'en face. J'ai donc écouté leurs arguments. Notre rôle d'homme ou de femme dans la société n'est pas seulement défini par notre apparence sexuelle, mais également par des ressorts plus profonds, invisibles. La science nous donne quelques pistes, comme par exemple, pour n'en citer qu'une, la différence cérébrale. La différence cérébrale. Merci de me tendre la perche, c'est top. Parlons donc cerveau. Le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme est effectivement différent à plusieurs niveaux. Par exemple, est-ce que vous connaissez le noyau de la strie terminale? C'est une petite structure dans notre cerveau qui est différente chez l'homme cis et chez la femme cis. Alors juste vite fait, un homme cis, c'est un homme qui a des chromosomes et un kiki d'homme et qui s'identifie comme un homme, et une femme cis, c'est une femme qui a des chromosomes et un kiki de femme et qui s'identifie comme une femme. Chez l'homme cis, le noyau de la strie terminale ressemble à ça. Chez la femme cis, le noyau de la strie terminale ressemble à ça. C'est différent. Et chez une femme transgenre, donc quelqu'un qui serait né homme mais qui se sent femme au fond d'elle-même, le noyau de la strie terminale ressemble à ça. Vous avez deux yeux, vous n'avez pas besoin de mon interprétation, on voit tous très bien que ça ressemble carrément plus à ce qu'on trouve dans le cerveau d'une femme que ce qu'on trouve dans le cerveau d'un homme. Pas étonnant que tu te sentes femme si ton cerveau est câblé comme celui d'une femme. Le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme sont différents en termes de morphologie à plusieurs niveaux, au niveau de certains groupes de neurones ou de certaines structures bien spécifiques. Ces différences sont observables. Et chez les hommes transgenres, avant même le moindre traitement hormonal, ces structures sont masculinisées. Le cerveau des hommes transgenres ressemble beaucoup plus au cerveau d'un homme cis qu'au cerveau d'une femme cis, et ce, dès la naissance, sans la moindre intervention médicamenteuse. Malgré un kiki de fille, ils sont nés avec certaines structures cérébrales de garçons. Chez une femme transgenre, donc un individu qui serait né avec des attributs mâles mais qui s'identifie comme une femme, c'est encore un tout petit peu différent, parce que leur cerveau ne ressemble ni à celui d'un homme cis, ni à celui d'une femme cis. Là, on a un troisième type de morphologie cérébrale. Mais toujours est-il que leur transidentité se voit au niveau cérébral. C'est pas une lubie, c'est pas un choix, c'est pas dans ta tête, enfin si, c'est dans ta tête parce que c'est ton cerveau, enfin bref, on se comprend. La transidentité, c'est une réalité biologique. Je saurais pas vous citer toutes les études et tous les points qui ont été observés qui démontrent la réalité médicale de la transidentité. Il y en a beaucoup trop. Il y a vraiment une tonne d'études sur le sujet, et encore une fois, tout ça est en description. On n'est pas encore trop sûr de quelles pourraient être les causes exactes de cette différence entre le sexe biologique d'un individu et les structures cérébrales qui ne correspondent pas au sexe biologique de cet individu, mais selon les connaissances actuelles, il semblerait que ce serait principalement lié à certaines hormones bien précises libérées à des moments bien précis pendant la grossesse. Selon les connaissances actuelles, on est transgenre. On ne le devient pas.
Ce sont des personnes qui naissent comme ça ne se décide pas, voilà. La plupart des gens qui ne cautionnent pas les transitions de genre s'accrochent bec et ongle à l'idée selon laquelle le genre est défini à la naissance par des attributs biologiques. Et oui, je suis d'accord avec eux. Simplement, il leur manque le chapitre dans lequel la science explique que la transidentité est également observable biologiquement, notamment dans le cerveau. Oui, l'identité de genre, c'est biologique. Ça ne se change pas. On ne peut pas changer le cerveau d'une personne cis pour le rendre trans, et on ne peut pas changer le cerveau d'une personne trans pour le rendre cis. La science, qu'est-ce que j'aime la science. Le troisième argument que j'ai vu revenir dans le débat, c'est celui du regret. Les militants anti-trans adorent parler des gens qui ont détransitionné, donc des gens qui ont entamé une transition avant finalement de faire marche arrière et de revenir à leur genre d'origine. Alors oui, ça, c'est un argument qu'on voit partout dans le débat anti-trans. Par contre, un truc que j'ai jamais vu dans ce débat, ce sont des chiffres, des données concrètes. Et pourtant, ces chiffres, ils existent. Ils existent bien, puisque c'est pas juste une étude qui a été menée, c'est plutôt 27 études indépendantes qui ont été combinées dans une énorme méta-analyse. C'est étonnant qu'ils ne nous donnent pas les chiffres s'ils existent. Oh là là, quelle surprise. Alors une méta-analyse, vite fait, qu'est-ce que c'est? Dans le monde scientifique, t'as plusieurs paliers de crédibilité pour une preuve scientifique. Tout en bas, t'as les opinions d'experts, et tout en haut, t'as la méta-analyse. En général, il n'y a rien de plus solide comme source dans le monde scientifique. Bref, cette méta-analyse s'est penchée sur le taux de regret des personnes qui ont transitionné. Sur 3398 patients qui ont fait une transition, seulement 16 ont exprimé du regret ou entamé une détransition. Sur ces 16 personnes, une d'entre elles a expliqué regretter mais ne pas vouloir revenir à son genre d'origine. 2 ont envisagé de revenir à leur genre d'origine mais ne l'ont pas fait. 3 ont réellement détransitionné. Et 10 ont détransitionné avant de finalement retransitionner. Sur 3398 patients, seulement 3 ont détransitionné pour de bon. Ce n'est même pas 0,1%. Et cette extrême minorité est utilisée pour invalider les 99,9 autres %. Ça sent un peu la mauvaise foi. De plus, la méta-analyse souligne que les doutes de la majorité de ces 16 personnes étaient principalement liés à de la pression sociale et pas à de réels doutes liés à leur identité de genre. Les gens qui changent d'avis sont une infime minorité, et surtout, ce qui les a fait douter, la plupart du temps, c'est surtout la pression de leur entourage et de la société. Je te mets encore plusieurs études à l'écran, n'hésite pas à les checker, elles sont toutes en description. Je précise que je suis totalement ouverte au sujet à ce débat. Je crois que je voulais dire ouverte au débat à ce sujet, pardon. Mais pas sur base d'idées. Si tu me balances des preuves, des études solides, des travaux scientifiques, on peut en parler et je suis totalement ouverte à la remise en question. Mais sans aucune source solide, je considère que des opinions, c'est pas des faits.